Bonjour, bonjour à toutes et tous, c'est un grand plaisir de vous voir. Et effectivement, on fait salle comble. C'est très significatif. Ça signifie que nous accordons une grande importance à la relance de ce quartier que nous aimons, ce quartier qui est notre milieu de vie, quartier où l'UQAM est né. Ah, c'est peut-être même mieux sans micro, non? Quartier où l'UQAM est née en 1969 et où elle s'est développée depuis lors. C'est vrai que j'avais quitté ce quartier fin 2017 et pendant presque 5 ans, je n'y étais pas venu. Je reviens au Québec après mes 5 années au Luxembourg. Je reviens fin décembre 2022 et j'ai vraiment un choc. Je trouve que le quartier a changé, il a perdu de son lustre. Je le voyais comme un quartier extrêmement vivant, je le trouvais triste, tristounet tout au moins. Et lorsque je me suis lancé dans la course au rectorat, j'ai proposé comme idée dans la campagne un certain nombre de choses, mais notamment la relance. Je parlais à ce moment-là de revitalisation du quartier latin, mais ce n'était pas le bon mot. Ce n'était pas le bon mot parce que le quartier, il est toujours vivant. Il n'a pas besoin d'être ressuscité. Il doit juste faire l'objet d'une certaine relance. Quand j'ai été nommé en avril 2023, ça fait un peu plus d'1 an et demi, j'ai proposé qu'on se dote d'un poste de vice-recteur ou vice-rectrice associée à la relance du quartier latin, quelqu'un qui aurait pour mandat vraiment de rassembler les parties prenantes externes et internes pour trouver finalement des solutions aux différentes problématiques du quartier. Elles sont multiples, elles sont aussi très humaines souvent. Nous avons à l'UQAM une communauté de 40 000 personnes, 35 000 étudiants, 5 000 membres du personnel, communauté qui avait été absente pendant au moins 2 ans du quartier. C'est sûr que 40 000 personnes qui disparaissent, ça se sent, ça se voit, et ça laisse des cicatrices importantes dans le quartier. Donc je considérais que l'UQAM avait un rôle à jouer aussi à ce niveau-là. Nous sommes le plus grand employeur du quartier, ou la plus grande communauté du quartier, devrais-je dire. Et rester spectateur, je trouve que ce n'est pas tellement dans notre ADN. On souhaite s'impliquer, s'engager, proposer des solutions. Et donc, on a créé ce poste de vice-recteur, vice-rectrice associée, et Priscilla Ananian est la personne qui a été nommée pour notre plus grand plaisir. C'est évidemment elle que nous sommes venus écouter, donc on va lui céder la parole très vite. Merci. Merci, Monsieur le recteur. Architecte et urbaniste de formation, Priscilla Ananian était jusqu'à sa nomination en janvier 2024. On dirait que ça fait beaucoup plus longtemps, mais ça ne fait pas encore 1 an. Donc, elle était professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'École des sciences de la gestion. Elle était également directrice des programmes de cycle supérieur en études urbaines, ainsi que directrice de l'Observatoire des milieux de vie urbains. Un parcours donc tout prédestiné. Madame Ananian, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous voir en nombre aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous. On m'a demandé en début de présentation, est-ce que j'étais stressée? Alors, oui, c'est la communauté qui est là. Je suis une de nous, en fait, évidemment. Et donc, l'idée de pouvoir échanger avec la communauté pour laquelle on travaille, pour laquelle on fait des efforts à chaque jour, donc pour connecter avec la collectivité extérieure, c'est très important pour moi. Donc, merci d'être là. Merci. Me voilà tout à fait détendue. Après ça, voilà, je me sens très bien. Bon. Le mandat qui m'a été donné, en fait, en début d'année, c'est d'établir et de mettre en place un plan d'action institutionnel de la relance du quartier latin.
dans une perspective évidemment pluridisciplinaire qui est la nôtre, qui met en valeur les expertises de l'université, j'ajouterai le talent étudiant. Évidemment, en collaboration avec les partenaires impliqués, parce que vous comprendrez qu'on n'est pas seul et heureusement, on a une université urbaine. Depuis ma rentrée en poste, en fait, en janvier 2024, on a fait une petite comptabilité en fait, des rencontres, du nombre de rencontres que j'ai eues. Et j'ai rencontré plus de 430, je ne vais pas dire personnes, parce que des fois il y a des rencontres avec plusieurs personnes, on va dire 430 rencontres. Et j'ai encore du monde à voir. Aujourd'hui, c'est particulièrement spécial pour moi, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que c'est une rencontre exclusivement destinée en fait, à la communauté et à tous les corps au pluriel de cette communauté en fait, de l'UQAM. Il faut dire également que parmi ces rencontres, 70% de ce chiffre revient à des rencontres avec la communauté. Donc, je pense par exemple à des rencontres spécifiques avec des services de l'université. Je pense évidemment au conseil académique, aux rencontres avec les associations étudiantes. Et donc tout cela, évidemment, est très important pour nourrir une vision, parce que je reviendrai, mais je pense très sincèrement, après 10 mois de constat, que la clé de la relance du quartier latin passe de façon indissociable et incontournable par l'UQAM. On a fait différents ateliers en fait, avec le milieu communautaire et en fait, on a également l'ambition, l'envie de faire des ateliers avec la communauté. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une feuille de route, une vision, mais où tout est à construire. Donc je vais partager avec vous des valeurs, des opportunités de projets, mais après, ce sera à nous collectivement de pouvoir donner un sens à toutes les initiatives qui sont mises en place. Je me permets de faire un petit retour en arrière. Je parle d'une posture apprenante. Vous allez voir que je parlerai aussi d'un quartier apprenant. Mais avant tout, c'est une posture apprenante, c'est quoi? Être dans une posture apprenante, c'est se permettre en fait d'apprendre tout au long de la vie. On est tous des apprenants, qu'on soit à l'université ou pas, qu'on soit citoyen, qu'on soit immigrant, qu'on soit en fait, un étudiant universitaire. À chaque moment de notre vie, on est toujours dans un apprentissage continuel. Je vous invite à venir avec moi dans un contexte culturel très différent. Certains d'entre vous, vous savez, je suis belge et brésilienne d'origine, et j'ai eu l'occasion, il y a tout juste 20 ans. Je sais, vous allez dire, bon, la carrière académique lui a fait un peu de mal, mais en tout cas, ça va avec. J'avais contribué en fait à la revitalisation du centre-ville de Bauru au Brésil, qui est une ville de 350 000 habitants. J'avais 24 ans à ce moment-là, j'étais récemment diplômée, et la ville de Bauru cherchait en fait à revitaliser. On ne parlait pas de relance, mais de revitaliser. Je trouve toujours ce terme-là intéressant parce que cette rue-là, qui a beaucoup de problématiques, qui est une rue commerciale en fait centrale, imaginez Saint-Denis, c'est une rue qui est au cœur des Bauruins, c'est donc des gens de cette ville. Et il y a un attachement profond, même si ce n'est pas forcément beau. Alors imaginez-vous si ça pouvait être beau, si ça pouvait en fait rejoindre les gens et avoir vraiment une identité plus affirmée. Il y a eu un fait très important qui a démarré cette mouvance-là dans cette ville. Au-delà de l'embellissement, vous allez voir en fait certaines photos après, mais il y a eu en fait un accident très grave. Au Brésil, c'est très fréquent d'avoir des très grandes boîtes métalliques devant les façades pour avoir le plus grand affichage commercial possible. La concurrence en fait entre les différents commerçants, bien évidemment. Et un jour, cette grande boîte métallique, une de ces grandes boîtes métalliques, est tombée sur une piétonne et l'a tuée sur le coup. Et c'est à partir de là que la ville s'est dit, c'est pas juste une question de beauté, c'est une question également de sécurité publique. Donc les photos que vous voyez là, c'est l'exposition après 4 ans de travail. Donc j'ai eu l'occasion de dessiner, de mobiliser en fait ces commerçants que vous voyez sur l'image le jour de l'exposition, avec environ 150 façades de ces bâtiments. L'historien Luciano Dias Pires, qui est un historien de Bauru très, très connu, disait « Le corps d'une ville est son peuple et l'âme son histoire. Si l'histoire n'est pas préservée, mise en valeur et diffusée, le peuple et la ville perdent de leur identité. » En revisitant ces images pour faire cette présentation d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il y avait vraiment des échos avec le quartier latin, avec une quête d'une identité qui, un jour, a été peut-être plus forte, plus connue, plus affirmée, et qui, aujourd'hui, demande à être renouvelée, tout dans le respect de son histoire. Voici l'avant et l'après de quelques-unes de ces bâtiments, en fait. Et évidemment, il y avait des bâtiments où il y avait encore une valeur patrimoniale, donc c'est la première image que vous voyez.
où on a dû en fait vraiment aller chercher en fait les plans historiques et intervenir le moins possible, si vous voulez. Mais l'image à l'extrême, en fait, vous voyez par exemple cette grande boîte bleue qui visait à cacher toute la façade. Quand on a enlevé cette boîte, tout était déjà détruit. Il n'y a plus vraiment de patrimoine à garder. Donc l'idée c'était de vraiment reconstruire quelque chose de neuf. Donc vous comprenez que dans un quartier central, il y a un spectre. Donc il y a vraiment des bâtiments qui ont différentes qualités et différentes qualités, tel un palimpseste. Vous avez ici deux images, Bauru, Montréal, la rue Batista de Carvalho, la rue Saint-Denis. Évidemment, on est dans des horizons temporels très différents, dans des contextes géographiques et culturels différents. Mais pourquoi, après 20 ans, dans une démarche ou une posture apprenante, je pense qu'on a toutes les chances de réussir au niveau du quartier latin, ce que peut-être on n'a pas réussi en fait à faire à Bauru. Bauru, c'est bien, on a fait de l'embellissement, super. Il n'y aura plus de boîte qui va tuer des personnes, parce que c'est plus permis, il y a une réglementation qui ne le permet pas. Par contre, si vous retournez aujourd'hui dans la ville, vous allez voir des vestiges de cette mobilisation-là. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a un changement de maire, changement d'administration municipale, les commerçants ont évolué, il y a de l'austérité, donc il y a des problèmes budgétaires. Et je vous dirais, qu'est-ce que nous, différemment de Bauru, en fait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, je pense, comme potentiel? D'abord, on a un quartier latin, un quartier habité. Très important. Dans le cas que je viens de vous exprimer, le résidentiel n'est plus considéré. Donc on fait une rue commerciale et les étages qui jadis étaient des étages résidentiels sont devenus des entrepôts des commerces. Mais nous, on a la chance d'avoir 8600 résidents dans le quartier et des résidents avec une pluralité d'origine, une pluralité de bagages en fait, qui peuvent vraiment être partagés à l'échelle du quartier. Deuxième différence, une mobilisation de la société civile. Il n'y a pas le gouvernement municipal ou provincial qui nous a imposé de faire la relance du quartier latin. C'est venu d'une mobilisation de plusieurs acteurs, dont l'UQAM, mais on n'est pas seul, encore une fois, donc il y a plusieurs acteurs qui sont venus vraiment contribuer du milieu culturel, du milieu économique, à interroger cette nécessité de faire la relance. Troisième élément, les institutions. Vous verrez dans une autre carte qu'on compte plus d'une quinzaine d'institutions dans le quartier latin, et des institutions de la culture et de l'éducation. Les institutions, dans une certaine mesure, surtout de l'éducation et de la culture, et surtout une université comme la nôtre, ce sont les garants, en fait, d'un développement soutenable d'un quartier. Pour que d'ici 10 ans, on ne parle pas de nouveau encore d'un déclin. Les déclins du quartier latin, il y a des historiens dans la salle qui pourraient parler vraiment beaucoup mieux que moi, des déclins, on a déjà connu, c'est des cycles. Mais comment peut-on, en fait, avoir une démarche de relance qui soit soutenable dans le temps? Et, pas le moins important, au contraire, le fait d'avoir une université comme l'UQAM, avec des valeurs d'ouverture et d'engagement, qui est au cœur de ce quartier. Je vous donne encore quelques éléments de contexte par rapport au quartier latin. Grâce aux historiens de l'UQAM, et notamment d'une conférence en fait, qui avait été organisée par la Faculté des sciences humaines le 16 avril, on a pu mettre en évidence les origines de ce quartier. Évidemment, il y a une singularité dans ce quartier, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi de l'intérêt au niveau des différents paliers de gouvernement. Le quartier latin a été nommé pour la première fois dans un journal étudiant en 1895. Donc ça n'a pas été décrété par la ville, ça n'a pas été en fait une imposition de l'Université Laval qui était établie dans le quartier bien avant nous, mais au contraire, ce sont les étudiants eux-mêmes, par la fréquentation des lieux du quartier latin, petits cafés, librairies, lieux d'études, espaces publics, qui ont dénommé ce quartier en tant que tel. Et c'est l'appellation à laquelle on se réfère jusqu'à aujourd'hui. Toujours ou en collaboration avec le Laboratoire d'Histoire et du Patrimoine de Montréal, ici à l'UQAM, on s'est dit, mais si il y a eu plusieurs universités sur le territoire, est-ce qu'il y a eu autre chose, en fait, qui serait en lien avec cette démarche apprenante? Et la cartographie que vous voyez là est une cartographie inédite. On ne prétend pas encore à l'exhaustivité. Par contre, il y a un travail très fouillé qui a été fait au niveau des historiens pour essayer de repérer tous les lieux apprenants de ce quartier latin qui ont existé depuis 200 ans. À un moment donné dans ce quartier, on avait 18 écoles. Aujourd'hui, savez-vous combien d'écoles?
sont dans le quartier? 0, merci. Il y a 0 école, mais un jour, il y a eu 18 écoles primaires et secondaires et plusieurs bâtiments que vous voyez en fait sur le territoire. Je pense où est établie la Cinémathèque et l'INIS. Bon, c'était une école. L'école du meuble, jadis, c'était l'Académie Marchand. Et donc, on a découvert en fait des lieux extraordinaires qui soit sont restés dans une vocation éducative ou bien ont été reconvertis dans une vocation culturelle ou malheureusement ont été détruits, démolis. On a plus de 155 lieux apprenants en 200 ans qui ont été en fait établis, qui ont animé cette vie du quartier latin. Je vous invite à faire un petit effort d'imagination, donc une métaphore de l'arbre. Quand on se pose la question de l'identité du quartier latin, oui, certes, ça a été le quartier latin, on parle d'un quartier par les étudiants, mais il y a des racines profondes en fait dans le quartier latin, des racines au niveau de l'éducation, des racines au niveau de la culture, des racines au niveau social, parce que c'était un lieu qui avait énormément d'institutions caritatives, et des racines résidentielles. Donc ces racines sont bien ancrées dans le quartier latin depuis 200 ans. Elles ont été plus ou moins en harmonie à certains moments, et aujourd'hui, probablement, on a un peu perdu cette harmonie-là. Donc c'est ça qu'on essaye de révéler. Quartier latin, les délimitations ne sont pas très précises, parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une réglementation, ce n'est pas un plan d'aménagement. Ce que vous voyez en rouge, c'est le quadrilatère avec les historiens qu'on a trouvé comme ayant du sens, avec le carré Saint-Louis, le boulevard Saint-Laurent et en fait le territoire que vous voyez là, où évidemment l'UQAM est au cœur géographique. Et vous voyez également la quantité d'institutions, d'organismes communautaires. On a plus d'une vingtaine de lieux communautaires, les lieux culturels, les bibliothèques, dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec avec la Grande Bibliothèque. Je vous présenterai les grands défis. Pourquoi je vous présente ces grands défis-là? Parce que je pense très sincèrement que l'UQAM a toutes les ressources pour répondre à ces défis par la mission qui est déjà la sienne, que ce soit par l'expertise scientifique, que ce soit tout simplement par notre fréquentation du quartier, que ce soit par notre dévouement, par le bénévolat, éventuellement. Premier défi, renouveler l'identité du quartier latin. Mais pourquoi renouveler une identité? Pour développer un sentiment d'appartenance. C'est important, même pour nous, au niveau de notre communauté, être affilié à un campus, de se sentir vraiment partie prenante et de circuler dans un milieu de vie qui nous fait du bien. C'est extrêmement important, que ce soit pour les personnes étudiantes ou les personnes qui sont employées ou qui travaillent en fait dans le secteur. Mais aussi pour renforcer l'attractivité économique. L'attractivité économique est très importante, pas simplement pour le quartier latin, mais au niveau de la ville, du rayonnement de Montréal. Le deuxième grand défi, c'est de réconcilier les vocations culturelles et de divertissement avec les vocations sociales, éducatives et résidentielles du quartier latin. Je vous ai parlé de racines, mais il ne faudrait pas que ces différents arbres-là soient déconnectés, en fait, que chacun se voit en opposition, que la culture, l'éducation, le social et le résidentiel cheminent de façon parallèle. Le troisième enjeu, c'est d'aménager un quartier à l'échelle humaine, tenant compte de la présence de grandes institutions et de grands chantiers de construction. Je ne vous cache pas que ça ne sera pas beau encore pour quelques années. On a déjà des échos en fait, par rapport à des chantiers de construction qui sont nécessaires. Et évidemment, on est dans un vieillissement des infrastructures au niveau du métro. Même nous, on est dans un travail aussi très important de revoir en fait, notre intégration de nos bâtiments, de nos pavillons avec la ville pour assurer une plus grande perméabilité entre notre campus et l'extérieur. Ça a un lien avec la beauté, certes, et la beauté, je vous dirais, ce n'est pas un luxe. La beauté nous rassemble. La beauté, c'est un droit de tout le monde, en fait, la beauté dans la ville. Mais c'est une question également de sécurité, de convivialité. Quand vous voyez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment, et de la même façon, quand vous avez des gens qui sont à l'intérieur qui sont capables de croiser le regard de personnes qui sont à l'extérieur, au niveau du trottoir, ça crée en fait ce qu'on appelle de la vitalité urbaine. Et c'est quelque chose sur laquelle on doit travailler à la fois au niveau de notre architecture, mais aussi au niveau de l'affectation ou des programmes en fait, d'activités qui sont à l'arrière de nos murs. Cela va de pair, évidemment, avec la question de la cohabitation sociale. Là aussi, on a un défi majeur. Ce matin, je voyais aux nouvelles donc un colloque qui est organisé, je pense, à Victoriaville sur la question de l'itinérance.
qui est un enjeu qui malheureusement, évidemment, extrapole les limites du quartier latin, même du centre-ville de Montréal ou de Montréal. On parle d'un enjeu à l'échelle du Québec. Donc accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi toutes les autres personnes, pour mieux gérer les enjeux de la cohabitation sociale, est un enjeu majeur ou un défi majeur pour le quartier latin qui pourrait avoir des répercussions nationales. Le 5e grand défi, c'est d'intégrer les populations résidentes. Je vous ai parlé d'un quartier habité, c'est précieux cela. Évidemment, nous, on circule, donc il y a certains d'entre vous qui habitez le quartier, mais les populations résidentes sont des populations qui sont là tous les jours, tout le temps. Et c'est garant d'une vitalité des commerces aussi. Donc vous ne pouvez pas avoir juste des commerces de destination, mais de penser à des commerces de proximité. Il faut également penser aux nouvelles populations qui arriveront dans le développement du quartier latin, parce que, oui, c'est un quartier qui est déjà extrêmement consolidé, donc il n'y a pas trop d'espace pour faire des nouvelles opérations immobilières, mais nous avons l'îlot voyageur, qui est un jet de pierre de notre campus. Il y a des tours résidentielles qui sont annoncées donc, au sud de la place Émilie-Gamelin. Et donc, c'est vraiment très important de penser l'intégration de ces populations au fur et à mesure qu'elles vont arriver pour qu'elles se sentent vraiment partie prenante du développement du quartier latin. Le 6e et dernier grand défi, c'est de mettre en valeur le français et la culture francophone tout en célébrant la richesse multiculturelle du quartier latin. Donc l'idée que le français soit vraiment un lien et un liant en fait, entre ces différentes cultures de personnes qui résident, nos étudiants, donc nos étudiants, nos personnes étudiantes qui sont évidemment d'origine très diverses, et de valoriser une francophonie plurielle. Donc je pense ici au Centre culturel marocain qui est aussi un jet de pierre de chez nous et où on aurait peut-être intérêt en fait à tisser des liens pour mettre en valeur le français mais de façon très très multiculturelle. La vision maintenant. La vision, c'est un quartier latin qui adhère à une posture apprenante. On parle d'un quartier apprenant qui prend son inspiration des villes apprenantes, qui est un réseau de l'UNESCO. Et au-delà d'une étiquette, d'un label, c'est vraiment une posture de se dire, mais dans ce quartier, et de façon plus générale, est-ce qu'on peut inspirer la ville au complet, le Québec éventuellement, est-ce qu'on peut adopter une posture apprenante, à la fois les institutions qui sont dans le quartier, à la fois notre façon de travailler, la bienveillance dans les différents commerces qui pourront peut-être travailler avec des personnes qui sont en réinsertion sur le marché de travail, les aînés, les enfants. Donc comment on peut être dans une posture d'éducation tout au long de la vie dans un quartier qui est aménagé à l'échelle humaine, où on apprend en français tout au long de la vie et où on favorise le maillage entre les connaissances scientifiques et le savoir expérientiel. Vous savez, l'université, notre UQAM, elle compte avec l'aide en fait, du service aux collectivités. C'est la seule université au Canada à disposer d'un service aux collectivités. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'il y a une célébration dans les prochains jours ou prochaines semaines à cet égard. Donc le quartier apprenant est une façon de reconnecter les racines du quartier latin, que ce soit au niveau de l'éducation, de la culture, du résidentiel et du social. Pour faire cela, il faut s'ancrer dans cette histoire, mais il faut également regarder vers l'avenir. Donc l'histoire, c'est vraiment pour comprendre d'où on vient et de pouvoir en fait être outillé pour savoir qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut être au niveau du quartier, au niveau de notre population, de notre campus, dans le quartier latin et dans l'Est de Montréal au complet. Je vous parle de ça parce qu'à plusieurs reprises, lors de mes rencontres avec les politiciens, avec des acteurs économiques, souvent on me dit, mais vous, l'UQAM, vous avez le potentiel d'être un pôle majeur de la francophonie dans l'Est de Montréal et de faire un certain contrepoids en fait avec l'Ouest du centre-ville qui est plutôt anglophone. Donc il y a toute une symbolique derrière en fait qui est très importante et l'UQAM peut jouer un rôle majeur à cet égard. La proposition très concrète pour laquelle on applique en ce moment pour des demandes de subventions, c'est d'avoir un parcours culturel à vocation socio-éducative. Et là, j'aurais besoin de toutes vos idées en fait, et votre énergie. Parce que ce parcours, évidemment, est un prétexte pour mettre ensemble des gens, pour revenir sur cette histoire-là et pour discuter de l'avenir qu'on veut avoir ensemble. C'est un parcours qui relie les principales institutions du quartier,
culturelle et éducative, qui est ponctuée par des haltes, donc des haltes communautaires, des haltes culturelles, des haltes sociales, des haltes sportives, mais aussi des haltes nourricières. Il y a une programmation à inventer dans ce parcours. C'est sûr que déjà, on peut mettre en évidence qu'est-ce qui se fait déjà. À chaque jour, je découvre des choses magnifiques qui se font et les gens ne savent pas, même entre les institutions. Donc déjà, de donner une visibilité sur les différentes programmations des institutions, c'est une première étape. Ensuite, c'est de pouvoir mutualiser ces programmations, deuxième étape. Troisième étape, c'est d'être avant-gardiste et de créer une programmation nouvelle, que ce soit autour de la langue française, de la médiation sociale et culturelle, de l'entrepreneuriat, en lien par exemple avec la sécurité alimentaire, qui est un enjeu majeur dans le quartier. C'est un enjeu qui nous connecte vraiment entre l'université et le quartier, parce que la sécurité alimentaire n'est pas juste un enjeu des populations plus vulnérables ou des populations résidentes en fait, à plus faible revenu. C'est un enjeu à l'échelle de notre université pour nos étudiants également. Les sports et la culture, les familles, donc la question des familles, mais aussi de l'éco-citoyenneté. Est-ce qu'il y aurait moyen de jumeler des étudiants universitaires avec des résidents, avec des anciens diplômés qui viendraient dans une formule beaucoup plus légère qu'avoir un diplôme universitaire? On parle ici de causerie, on parle d'échanges, en fait, de conférences, d'ateliers, de fabrication, d'artefacts, pour travailler en fait à cette communication entre les différentes populations. Il y a également les activités ouvertes à la communauté environnante. Vous voyez donc les différents lieux de notre université, je pense ici, où je cite très rapidement le centre sportif, les cliniques universitaires qui vont prendre part, en fait, vont avoir pignon sur rue, le carrefour de francisation et d'autres possibilités. L'agriculture urbaine, par exemple, est-ce qu'on serait capable d'avoir un parcours d'agriculture urbaine qui connecterait les toitures de l'UQAM avec l'esplanade tranquille et avec le palais des congrès, et de pouvoir associer des étudiants dans à la fois donc je dirais donc la question en fait de faire en fait planter ces aliments-là, mais également d'apprendre quand vous mangez quelque chose, vous avez au fait des renseignements sur qu'est-ce que vous mangez, la santé, la question de mieux manger. Donc il y a toute une question apprenante également là-dessus. Et à cet égard, la bibliothèque centrale au cœur du quartier apprenant. Vous avez été consulté il y a quelques semaines ou quelques mois sur la bibliothèque centrale en métamorphose. Les bibliothèques sont ou ont cette capacité ou ce potentiel d'être des tiers-lieux. Et la bibliothèque universitaire en 2024, donc son directeur pourrait parler vraiment beaucoup mieux que moi, mais il y a vraiment ce potentiel de connecter en fait la vie universitaire avec la vie urbaine. Vous avez vu sur ma carte une maison du quartier apprenant. Cette maison n'existe pas et j'aimerais vraiment avoir vos idées. Je vais vous donner les grandes lignes, mais où verriez-vous, en fait, cette maison dans le quartier? Qu'est-ce qui pourrait être une maison du quartier apprenant? Une maison à l'échelle humaine, qui serait un lieu de convergence, pas tout à fait l'université, pas tout à fait une bibliothèque, pas tout à fait un organisme communautaire, mais tout ça à la fois. Un lieu de convergence, un lieu de forum citoyen en continu. Parce que normalement, je peux le dire, je suis architecte urbaniste de formation, j'ai enseigné l'urbanisme pendant plusieurs années ici à l'UQAM, depuis 2012. Normalement, la consultation en urbanisme, on la fait en amont. On a un projet, on fait un diagnostic, on dit il y a 2-3 scénarios, on regarde, en fait, on évalue, et ensuite on ne consulte pas, on construit. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il faudra vraiment une mobilisation continuelle de tout cet écosystème si on veut garder la vitalité du quartier latin. Et pas moins important, il faut également avoir un observatoire scientifique dans cette maison du quartier apprenant. C'est ça notre mission première, donc au niveau de la recherche-création, de la recherche-action, de la recherche partenariale. C'est vraiment d'être capable, avec les initiatives qu'on mettra en place ou les initiatives qui vont être mises en place par les autres partenaires du quartier, d'être capable d'évaluer en fait les retombées, mais aussi les externalités éventuellement négatives que les initiatives pourraient avoir sur des populations pour qu'on soit capable de rectifier le tir de façon continuelle. Et c'est quelque chose, donc cette méthode d'évaluation continuelle, c'est quelque chose qui est vraiment très expérimental parce que même au niveau des politiques de la ville, ce n'est pas encore une pratique courante. Donc je pense qu'on peut vraiment contribuer à imaginer cette méthodologie-là. Je suis presque à ma dernière diapo. Il y a un petit projet, en fait, pas petit dans le sens où c'est un projet pilote, éphémère, pour lequel on a le potentiel d'aller chercher une subvention au service de la culture de la ville de Montréal.
Ils sont très intéressés par ce projet-là, mais encore une fois, j'aurais besoin de toute votre créativité. Ce serait de représenter ces 4 arbres-là, donc l'éducation, le social, la culture et le résidentiel, dans une petite forêt d'arbres à palabres du quartier latin. Un arbre à palabre vient de l'Afrique francophone, où on pense vraiment l'arbre au centre du village, au cœur du village, où on s'installe à l'ombre, et on peut discuter en fait de notre milieu de vie, et où on peut également prendre des décisions. Évidemment, tout ça est très symbolique, mais l'idée c'est que ces 4 arbres-là, qui seraient construits avec le talent étudiant de l'UQAM, et avec des organismes communautaires, et avec d'autres acteurs du quartier, pourraient circuler dans le quartier, dans des espaces publics extérieurs et intérieurs, accompagnés d'une programmation citoyenne pour récolter en fait les idées, les besoins, mais aussi avancer dans ce qu'on est en train de chercher collectivement, c'est l'identité du quartier latin en 2024 et au-delà. Dernière diapo. Je pense qu'en 10 mois, le constat que je fais, c'est qu'on n'avait pas, malgré notre taille, notre dimension, malgré les 40 000 personnes, malgré le cœur géographique, en fait, je pense que la place de l'UQAM, elle est à assurer de façon continue. On ne peut pas prendre pour acquis qu'on l'a. Et c'est quelque chose que j'ai appris par rapport à toutes les rencontres que j'ai faites. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une place incontournable dans la relance du quartier latin. On ne peut pas penser le quartier latin sans penser le destin de l'UQAM et vice-versa. La construction d'une légitimité pour agir au sein de cet écosystème d'acteurs qui est extrêmement puissant et intéressant, mais aussi au niveau de politique et de la communauté de l'UQAM. Je pense qu'on a tout de même des éléments qui nous permettront d'avoir une vision ancrée dans nos valeurs par le quartier apprenant, c'est-à-dire l'accessibilité, l'engagement, l'audace et l'ouverture. Et pour faire tout ça, on a des possibilités d'aller chercher des financements qu'on n'avait pas trop l'habitude d'aller chercher et qui seront vraiment une contribution pour mettre en branle, mettre en place en fait toute cette énergie collective que j'espère que je pourrai en fait partager avec vous. Donc, je sais qu'on est en fait plusieurs, mais l'idée c'est de se dire on aura besoin pour tous ces projets-là donc de bras, de cerveau et de cœur. Et donc si vous avez une des 3 pièces à offrir ou les 3, je suis bien preneuse. Merci pour votre attention. Donc, je m'appelle Jérôme Vidry, je représente l'association citoyenne du village de Montréal, donc juste à côté. Donc je voulais savoir si vous envisagiez de mettre en place des partenariats avec les quartiers, les associations autour de votre quartier pour justement aider à améliorer la vie chez vous et chez les autres. Excusez-moi, je n'ai pas compris quelle association vous représentez. L'association citoyenne du village de Montréal. Village, oui, parfait, merci. Oui, alors comme j'ai présenté dans la carte, je n'ai pas passé trop de temps, mais l'idée c'est vraiment que le quartier latin ne soit pas une île. Donc, dans toute la réflexion, on travaille avec les organismes communautaires et avec les acteurs à une échelle beaucoup plus large, un peu 15 minutes à pied, 1 kilomètre autour du clocher Saint-Jacques, qui est un point de repère. Et donc, le village, la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent, évidemment, en fait, nous aide en fait, à coordonner tous ces acteurs-là. Et on a eu un atelier très intéressant, mais je ne pense pas que votre association était dans cet atelier. Il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines. C'était un premier atelier via la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent, où on a pu échanger sur un meilleur maillage en fait, entre les associations, donc le milieu associatif, et l'université. Mais je prendrai bien note, on prendra bien note en fait de vos coordonnées. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Quelqu'un d'autre? On avait... Bonjour, Alain Gerbier, École des médias. Cela fait 40 ans que j'enseigne dans cette institution. Je connais le quartier depuis un demi-siècle. Alors, j'ai réussi à faire sortir Ebtet Bastet de son tiroir. Ça ne vous dit sans doute pas grand-chose. L'université possède une véritable momie égyptienne. Et lors d'un de mes mandats au conseil d'administration, j'ai fait pression et on a fait une exposition. On a sorti Ebtet Bastet, qui dormait depuis des décennies dans un tiroir. Nous avons une quantité de richesse incroyable dans ce périmètre. Et la plupart du temps, les gens l'ignorent. Vous parlez, je vais être très court parce que sinon j'en ai pour 3 heures à vous raconter tout ce qu'il y a à raconter sur le quartier, etc. La chose qui me frappe, c'est que généralement, dans cette métropole, dans ce pays, ça fait 56 ans que j'y exerce comme journaliste, on ignore les faits de l'histoire. On ignore que Sarah Bernhardt, par exemple, était la Taylor Swift du coin au XIXe siècle.
adoré par le poète Fréchette, adoré par le Premier ministre Wilfrid Pelletier. Vous entendez la chanson de Claude Dubois qui vous parle de la rue Sanguinet, c'est juste derrière, quartier très populaire. Lorsque je suis arrivé au Québec, il y avait des maisons de chambre. On devrait aujourd'hui, c'est une des réponses à l'itinérance, avoir ce que l'on appelait des maisons de chambre, mais disons simplement de meilleure qualité, plus salubres, etc., qu'on a fait disparaître. Ça permettrait d'avoir des liens entre les personnes du troisième âge et les enfants qu'il faut garder, qu'il faut encadrer, etc. Il pourrait y avoir ce type d'échange. J'avais demandé également, je ne sais plus dans quel mandat du conseil d'administration, que l'on indique à l'entrée des pavillons qui sont les personnages dont le pavillon porte le nom. La plupart de mes étudiants ne savent pas qui était... Excusez-moi, la maladie me gêne. Qui était Judy Jasmin. Judy Jasmin était une des premières femmes à s'être imposée comme journaliste. On pourrait avoir une vidéo de Judy Jasmin, on pourrait avoir quelques reportages, quelques notes biographiques. Hubert Aquin, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre son fusil dans l'entrée du pavillon, mais il faudrait mettre ses livres, il faudrait mettre sa photo, il faudrait raconter son histoire. Ça, malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire connaître. J'avais des projets un peu plus fous pour attirer l'attention, attirer les touristes, inhumer les recteurs sous le clocher, comme les rois de France sont inhumés à Saint-Denis, mais j'avoue, c'était un peu excessif. Merci. Merci beaucoup. Mais écoutez, c'est précieux parce que je pense que le parcours qu'on essaie de mettre en place, c'est justement de faire valoir ou de valoriser en fait toute cette histoire qui, même pour moi, je suis pas, comme vous avez compris, ça fait 12 ans que j'habite le Québec. Moi, je découvre avec mon mandat à chaque jour. Et je pense que même les gens qui sont du Québec ou sont de Montréal ont beaucoup aussi à découvrir. Avec Roxane Major, que d'ailleurs, je profite pour remercier son travail en fait depuis le début, mon acolyte. On a fait en fait un travail avec les assistants aussi pour avoir tous les lieux aujourd'hui qui sont dans le quartier latin qui auraient un intérêt toponymique. Donc vous avez parlé d'Hubert Aquin, Judith Jasmin, je pense à Émilie Gamelin, là les Borduas, etc. Donc, et je pense qu'on est arrivé à environ 150 lignes potentielles. Donc effectivement, vous avez bien raison, vous avez vu juste il y a 50 ans. Il y a énormément de potentiel à être mis en valeur et on est bien soucieuse en fait de le faire. Bonjour, Charles Lambert, je suis étudiant au bac en arts visuels et médiatiques à l'UQAM, naturellement. Donc, j'ai un projet beaucoup plus modeste que le projet de notre professeur. Je vous l'avais exprimé dans la vision et votre présentation. Le quartier latin, c'est les arts et la culture, entre autres. Puis, j'aimerais proposer la création d'une galerie d'art pour les étudiants, gérée par les étudiants, un peu comme il y a à l'Université Concordia, la galerie Visual Art Visuel, donc qui serait une vitrine pour les talents étudiants de l'université, mais aussi une vitrine pour les programmes de l'UQAM en art, entre autres en art visuel et médiatique. Donc, en ayant pignon sur rue, ça amène à une ouverture de l'université sur la population, les visiteurs. Donc, ça facilite aussi l'accès à l'art. C'est une façon d'amener, en fin de compte, l'art dans la rue. Donc, je vous lance cette idée-là. Je réfléchis à cette idée avec quelques étudiants et étudiantes. Et je pense qu'il y a une opportunité avec la vision que vous proposez pour développer le quartier latin. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, Stéphane Chex, Cœur des sciences. On se voit bientôt pour parler du Cœur des sciences, mais j'aurais une question. Comment vous articulez votre vision, vos projets par rapport au département des sciences complexe Pierre Dansereau? On n'est pas si loin, mais on est au-delà du petit cercle que vous avez dessiné. Vous êtes dans le cercle. Vous êtes dans le grand, dans le 1 km. Donc vous êtes dans le 10 minutes, 12 minutes à pied en fait. En début de mandat, je n'ai pas trop insisté aujourd'hui, mais je pense qu'un élément important pour la relance du quartier latin, ce n'est pas d'être déconnecté des quartiers, du village, du quartier chinois, du plateau et du quartier des spectacles. Et le fait qu'on ait deux campus qui sont à 10 minutes de marche, mais on va se le dire, on est deux solitudes aujourd'hui.
C'est une opportunité majeure pour reconnecter notre campus. Donc, pour insister, par exemple, sur le boulevard de Maisonneuve, moi, j'ai entendu dire, à un moment donné, je pense il y a 12 ou 13 ans, quand il y a eu le programme particulier d'urbanisme, où il y a des étudiants qui voulaient faire de la vulgarisation scientifique sur l'espace public. Je trouvais ça une idée magnifique. Alors, pourquoi pas raviver ces liens? Je vais vous raconter. Je sais. Alors, comme le commentaire de la personne précédente, donc, oui, des lieux, en fait, faire venir la communauté externe dans nos lieux, mais aussi de sortir. Donc, est-ce qu'on peut sortir sur l'espace public, les arts, les sciences? Je pense qu'il y a beaucoup d'espace et d'appétit pour ça. Très bien, merci. Bonjour, William Cloutier. Je suis VP sociopolitique de l'AESG, l'Association des étudiants en sciences de la gestion. Je suis aussi étudiant finissant en urbanisme à l'UQAM. Ma question est la suivante. Je voulais savoir comment les étudiants vont être mis au cœur de cette relance du quartier latin. En quoi les enjeux de précarité, comme vous avez mentionné plus tôt, la précarité alimentaire, mais aussi les enjeux qui a trait au logement. On sait qu'avec la crise du logement, les logements abordables sont difficiles, encore plus dans le quartier ici. Comment ces enjeux-là vont être pris en compte justement dans cette relance du quartier latin? Merci beaucoup. En plus, le programme d'urbanisme, hein, voilà, je n'ai pas de parti pris, je suis très neutre là-dessus. Mais écoutez, je pense à plusieurs niveaux. Donc, première chose, c'est un travail d'équipe. Donc, relance du quartier latin, oui, je porte cette parole aujourd'hui, mais il y a plusieurs vice-rectorats, en fait, qui travaillent très fort pour pouvoir, en fait, penser tous ces autres éléments. Je pense à la restauration universitaire, au lieu de convivialité dans l'UQAM, la question du logement étudiant. Parce que vous avez compris, on ne peut pas penser en silo. Et l'opportunité qu'on a là, c'est de, à la fois, briser les silos dans l'UQAM et entre l'UQAM et les institutions, mais aussi au niveau de la ville de Montréal. Donc ça, c'est une première réponse très large. Dans une réponse plus précise, dans tout ce que je vous ai présenté, donc le quartier apprenant, les haltes, il n'y a rien de... En fait, c'est une structure, c'est une vision. Et donc l'idée, c'est qu'avec les subventions qu'on essaye d'avoir, c'est vraiment de faire des appels à projets, de faire des ateliers où on va mobiliser les étudiants en design, en urbanisme, en travail social, pour réfléchir en fait et faire du maillage avec les organismes à l'extérieur, soit les étudiants directement ou les étudiants avec des experts scientifiques, comme assistants de recherche. Donc il y a plusieurs manières qu'on envisage en fait de pouvoir en fait arriver à faire cette connexion. Parfait, merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je me présente Lynne Lévesque, je suis vice-présidente au syndicat des employés de l'UQAM. On s'est déjà rencontrés en avril dernier. Je suis aussi membre de l'Inter-Inter qui regroupe les associations étudiantes et les autres syndicats UQAMiens. Nous, on a une préoccupation qui a été soulevée dans la dernière année entourant l'offre alimentaire, donc peut-être la sécurité alimentaire dont vous parlez. On a mis sur pied un petit comité ad hoc au sein de l'Inter-Inter pour justement tenter de recenser un peu ce qui se fait dans notre institution pour répondre aux besoins. On sait que se nourrir, ce n'est pas un luxe, hein, c'est une obligation. Donc, on sait aussi que nos étudiants, de plus en plus, comme bien d'autres groupes de personnes, s'appauvrissent. On a même des employés qui vivent des situations plus difficiles, des enseignants qui sont à contrat. Donc, on se disait, qu'est-ce qui se passe dans notre institution pour rencontrer ou pour répondre à nos besoins de bien nous nourrir à moindre coût sur le plan de la santé, avec une certaine diversité. Donc, on a recensé certaines initiatives qui sont des initiatives plus locales. Donc, le bac alimentaire, on sait que le service alimentaire offre les non-vendus au comité de soutien aux parents étudiants, entre autres. On sait qu'il y a la cuisine collective pour un petit groupe pour des étudiants à l'international. Mais on se disait, quelle est la responsabilité institutionnelle plus globale de notre institution pour répondre à ces besoins-là? Donc, ma question ira un peu dans ce sens-là. Donc, à titre de vice-rectrice à la relance de notre quartier, plus largement, comment vous croyez que l'UQAM puisse travailler à rendre l'offre alimentaire plus accessible à l'ensemble de sa communauté? Merci beaucoup. On s'était rencontrés, en effet, il y a quelques mois. Vous avez vu que dans les haltes, il y a des haltes nourricières dans le parcours. Et je pense que la problématique aujourd'hui, quand je rencontre les autres institutions, c'est que ces problématiques-là sont répandues aussi au sein de chacune des institutions, nos voisins en fait.
Mais je pense que ce qui manque, c'est vraiment de connecter. Donc connecter l'offre et la demande, on va dire ça comme ça. Donc si on continue de penser juste à notre communauté pour répondre à notre besoin, on a peut-être une force de frappe moins importante que si on se dit on travaille avec le Cégep du Vieux-Montréal, on travaille avec les THQ, on travaille avec les commerçants, les invendus, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a un effet d'échelle qu'on peut aller chercher? Donc je pense que c'est ça que la relance du quartier latin et peut-être une gouvernance interinstitutionnelle nous permettra de faire ce qu'on ne pouvait pas le faire jusqu'à présent parce qu'on était un peu isolés les uns des autres. Donc je pense que cette préoccupation-là, elle est quand même, en tout cas moi je l'entends beaucoup, que ce soit à l'intérieur de l'UQAM ou à l'extérieur, que l'alimentation peut être aussi un fil rouge, je dirais, qui nous relie dans un besoin qui est évidemment essentiel et fondamental pour tout le monde. Donc, on suivra les travaux et comme acteur au besoin, si on est interpellé, ça nous fera plaisir d'y contribuer. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, alors, mon nom est Sophie Guignard. Moi, je viens à titre de membre de la communauté ukamienne en tant qu'étudiante sur la faim, mais aussi parent, maman étudiante. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment intéressant. Il y a une population que j'ai trouvée absente, c'est les préscolaires, parce qu'en effet, il y a 0 école dans le quartier, mais on a des CPE, on en a 3 à l'UQAM, 2 sur le campus central, et ces jeunes populations sont très importantes pour le quartier, parce que, moi je vois dans le CPE de mon fils, ils sortent tous les jours, tous les matins, ils arpentent le quartier. Donc, je n'ai pas vraiment de questions, je voulais juste m'assurer qu'ils soient pris en compte, comment ils peuvent être intégrés à tout ce plan de relance, puis c'est ça. Mais merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, merci de rappeler en fait l'importance, évidemment il y a des camps de jour, etc., mais c'est vraiment d'amplifier la présence d'apprenants, de tout petits apprenants jusqu'à des plus aînés. Oui, en effet, il y a des CPE qui sont dans le quartier. On a parlé éventuellement de visites, donc comment on circule, la question de la cohabitation également, qui est un enjeu, donc comment, vous l'avez vu, donc à l'échelle de Montréal, bien entendu. Et donc l'idée de pouvoir vraiment imaginer qu'une ville qui est bien ou bonne pour un enfant, en principe, elle est bonne pour tout le monde. Donc vraiment, la ville à la hauteur d'enfants, ça existe, c'est un concept qui existe en fait, de penser la sécurité et la convivialité pour un enfant nous permet, de façon très inclusive, d'aller chercher toutes les populations. Donc je pense que c'est un très bon point que vous amenez. Puis pour ce parcours que vous voulez proposer, je pense que ça pourrait être une très bonne population qui pourrait tester aussi. On retient ça. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Mon nom est Antoine Martin, délégué étudiant au conseil d'administration de l'UQAM. Vous avez mentionné plein de projets que je trouve qui me rendent enthousiaste. Il y a beaucoup de projets en fait étudiants qui traitent beaucoup de ces questions-là, dont le crapaud au niveau de l'agriculture urbaine. Et il y avait à une certaine époque le ras-de-bol qui s'occupait, qui faisait de la cuisine collective et solidaire. C'est tous des projets qui, à mon sens, ne sont pas bien soutenus, en fait, au sein de l'UQAM, ne sont pas bien accompagnés, se sentent souvent... ras-de-bol, en fait, est mouru sous des contraintes administratives à une certaine époque. Puis le crapaud aussi, il y a beaucoup de contraintes administratives, il faut qu'il réponde. Donc, je me demande, ma question, en fait, c'est est-ce que vous avez une approche à proposer qui permettrait de l'UQAM de mieux accompagner ces projets étudiants-là pour pas qu'ils meurent. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a la visibilité déjà de ce qui est là. Je pense que c'est ça le quartier apprenant, c'est ça. C'est pas de créer des choses nouvelles, c'est de donner un sens à des choses qu'on fait déjà et de compléter cette offre-là. Donc l'invitation que je vous lance, on veut à partir de l'hiver, en fait, c'est la proposition, peut-être vous étiez là, je ne me rappelle plus, en fait, on avait fait une rencontre avec les associations des étudiants, d'avoir vraiment des ateliers avec les étudiants, pas les associations, mais avec les étudiants au pluriel, pour que d'une part, on comprenne qu'on connaisse quels sont ces projets-là, qui sont des fois, qui suivent peut-être des cycles, qui sont plus visibles et qu'à un moment donné sont moins visibles, manque d'appui financier ou autre, donc il y a du changement, du roulement, mais de voir aussi comment on peut remobiliser, en fait, réactiver ces forces vives au sein de l'UQAM au bénéfice de ce projet. Donc je vous lance l'invitation et j'espère que vous allez pouvoir mobiliser vos pairs. Merci. On me signale qu'il reste 5 minutes, il y a 3 personnes encore au micro, si je vois bien, donc on arrêterait là, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se présente. Donc. Oui, bonjour. Je suis Dale Burns, je suis architecte au SPPI ici à l'UQAM. On parle beaucoup de racines, de ne pas oublier notre culture, l'histoire et tout, le maillage entre ces cultures-là. Et un peuple aussi que j'ai trouvé qui manquait un peu dans la présentation, c'est la représentation autochtone.
à savoir ce qu'on en fait. On parlait du Centre culturel marocain, de tisser des liens, mais est-ce qu'il est prévu d'avoir une place pour ces peuples, pour l'échange, dans le cadre d'un quartier apprenant, ce qu'on peut apprendre d'eux, ce qu'on peut échanger, voilà, de façon large. Absolument, absolument. Et je pense qu'on est en contact avec certaines personnes qui travaillent à l'université avec des populations autochtones ou avec des organismes, en fait, donc on est déjà en contact avec eux. Mais je pense que ce soit pour les personnes autochtones ou pour tout autre type de communauté, et je compte sur vous pour nous ramener, en fait, nous ramener ces idées-là, parce que l'idée de l'apprenant, évidemment, c'est un concept qui est très humain, en fait. Donc, peu importe vos allégeances politiques, peu importe votre nationalité, donc l'idée, c'est de pouvoir faire du partage. Donc, effectivement, c'est dans les plans de le faire. Oui, merci. Bonjour. Je m'appelle Salomé, je suis étudiante au bac en arts visuels. Puis en fait, je voulais vous demander, parce que vous aimeriez avoir des idées de projet, et je me demande où est-ce qu'on les applique, dans le fond, si c'est clair. Alors, pour l'instant, je mobilise des cerveaux, des bras et des cœurs, comme je vous ai dit. Donc, l'idée, c'est que vous soyez enthousiastes. Après, ce que je vous ai montré là, il y a des demandes de subventions qui sont faites en ce moment. On espère avoir des réponses positives en début d'année. Et une partie de ces projets, on fera des appels à projets probablement avec des jurys éventuellement de la communauté, avec l'extérieur. Donc, on va penser les modalités pratiques. Mais l'idée, c'est de vraiment donner en fait quelques lignes directrices, mais qu'après, vraiment, la créativité puisse opérer comme le projet de la petite forêt d'arbres à palabres que j'ai présenté, qui est le projet le plus concret, je dirais le plus sûr d'avoir une subvention. Donc, vous croisez les doigts avec moi. Hein. Donc, on aura la réponse, je pense, d'ici 2 semaines. Mais c'est bien parti quand même. Voilà. Bonjour, Priscilla Nanfeld-Fous, professeur de marketing, directeur de l'international à l'ESG. Ma question est très simple. Je suis comme mon collègue, je connais l'UQAM depuis longtemps. Je la connais en fait depuis que j'étais étudiant, non pas à Montréal, mais ailleurs. Et pourtant, je venais à Montréal et je venais à l'UQAM. Parce qu'à l'UQAM, l'école était ouverte. Je ne parlerai pas de ces bars étudiants, je ne parlerai pas de ces bars profs, mais je parle surtout de ces lieux de travail qui restent ouverts. Aujourd'hui, ma fille est à l'UQAM. J'ai tout fait pour qu'elle soit à l'UQAM, mais elle part étudier ailleurs parce que l'UQAM, en semaine, elle ferme à 11h et la fin de semaine, elle ferme à 6h. Pour revitaliser le quartier latin, sachant que l'UQAM est au cœur de ce quartier, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'UQAM reste ouverte et donne une vie à ce quartier? Merci. Merci Nanfeld. Je connais ta question et ta préoccupation que tu portes, qui est très légitime. Je pense que la première chose, c'est de se dire, si on a des lieux, peut-être pas toute l'UQAM évidemment, mais que par exemple cette bibliothèque centrale évolue, et peut-être pas toute la bibliothèque non plus, mais est-ce qu'il y a moyen justement qu'un équipement universitaire ait une contribution urbaine et vice-versa? Si on arrive à faire cette démonstration, donc probablement qu'on sera capable aussi d'aller chercher des fonds qui vont soutenir une mission qui n'est pas juste une mission orientée pour notre communauté, mais qui est vraiment l'UQAM dans son quartier. Donc c'est un peu le pari qu'on fait collectivement, donc avec la direction et avec l'appui en fait des différents services et votre appui, j'espère. Mais je pense que c'est la seule façon d'aller chercher en fait cette ouverture, c'est qu'on fasse la démonstration de la contribution de l'UQAM dans le quartier et vice-versa, et qu'il y ait une reconnaissance politique que le destin de l'UQAM et du quartier latin sont intrinsèquement liés. Merci. Merci de votre participation, de votre générosité aussi pour les suggestions. C'est ce qui clôt cette présentation, mais pas le processus de mise en œuvre de la vision de relance du quartier latin. Comme l'a mentionné notre vice-rectrice, vous serez appelée à collaborer. Donc, merci Priscilla et bonne fin de journée. Merci beaucoup.